Bonjour à tous, merci de votre présence. Je m'appelle Christophe Devaret, je suis artiste contemporain et je suis très heureux de vous présenter ce soir une des personnalités de l'art contemporain pour moi les plus touchantes et les plus émouvantes de la scène culturelle. Il s'agit de Van Gogh le Canard. Avant toute autre chose, je tiens à commencer par dire de Van Gogh qu'il est à la fois un personnage très attachant, parfois bouleversant d'intensité, de vie, de drôlerie même, et en même temps une figure remarquable de l'artiste d'aujourd'hui. Une figure de l'artiste contemporain, au sens strict, c'est-à-dire de l'artiste dans le réel, en interaction permanente avec un environnement de réel, de l'artiste incarné, inséré dans une société réelle, une époque, une ville, une rue, dans le concret du monde réel, et inséré aussi par conséquent dans une souffrance réelle, souffrance qu'il partage avec beaucoup d'entre nous, et qui nous le rend à la fois très proche et très fraternel. C'est là, me semble-t-il, que se situe la grande beauté de Van Gogh le Canard, sa beauté spécifique, dans sa difficulté à être, difficulté à la fois très intense et très singulière, nous en parlerons plus longuement ci-après, mais elle se situe plus encore dans son courage d'exister, et je dirais d'exister non pas malgré ses difficultés, mais à travers elles, dans sa façon de vivre ses contradictions insolubles et de se laisser œuvrer par elles, dans sa façon d'accepter de s'y livrer, de s'y abandonner, de se risquer, lui, risquer peut-être de perdre tout et peut-être lui-même. Il y a quelque chose de tragique et magnifique à la fois dans la vie de Van Gogh le Canard et dont son œuvre porte la marque profondément, douloureusement et lumineusement. Et j'ajouterai légèrement. C'est aussi ce qui est très frappant dans l'œuvre de Van Gogh le Canard, c'est cette espèce de légèreté qui s'y manifeste partout. Pas vraiment simple, mais d'une sorte de fraîcheur toujours frissonnante, immédiate et jubilatoire. Il est donc tout à la fois un artiste et un être, écartelé et douloureux, et pourtant léger, mais il n'en est pas moins un être et un artiste ridicule, et ridicule sans retenue, ridicule jusqu'à l'absolu, avec la même intensité, la même entièreté qu'il est artiste, ou qu'il est douloureux ou léger, et tout cela ensemble, et non pas tour à tour, ensemble et simultanément, pleinement ridicule, pleinement tragique et pleinement léger, vivant pleinement ces différentes strates de son être, pris tout entier dans un tissu de contradictions qui à la fois le structure, l'identifie et le détruit. C'est une figure très attachante de la scène culturelle. Voilà, je tenais beaucoup à commencer par ces quelques mots sur Van Gogh parce que c'est l'essentiel et qu'on a tendance à toujours un peu l'oublier en se focalisant sur l'accessoire auquel on prête toujours trop d'importance. Vous saviez combien de fois j'ai entendu « Ah, Van Gogh, oui, comme Van Gogh ». Oui, bien sûr, Van Gogh comme Van Gogh. Pas très malin comme remarque, pas très délicat non plus. On ne peut pas réduire les gens à leur nom. On ne peut quand même pas leur donner une autre. On peut quand même leur donner une autre chance dans l'existence, le crédit d'une identité autre. Ça n'est pas si facile à porter de s'appeler Van Gogh aujourd'hui. Ou alors cette autre remarque très courante aussi. Oh, un canard, voilà qui n'est pas banal. Ça pourrait être original, c'est une idée pour le moins surprenante. Un canard artiste, mais ça risque peut-être de s'épuiser un peu vite, passer le choc de la surprise initiale. Hein? Et personne ne passe la surprise initiale. On s'arrête là. On pense avoir tout compris de Van Gogh en disant qu'il est un canard. On s'imagine qu'on en a fait le tour en 3 pas. On n'a rien compris de Van Gogh. On n'a même pas passé le seuil. Comme au restaurant, quand on lit la carte et qu'on en reste là sans s'être assis, mis à table, sans s'être livré à la saveur d'un plat dont le mystère nous a invités, piqués, intrigués, on n'a rien compris de Van Gogh si on n'a pas dépassé la première épreuve insurmontable de l'apparence qui le condamne sans appel et immanquablement. Et un canard artiste, très drôle. Et comme ministre de la Culture, un éléphant à bicyclette, voilà, les colibés, stupides et cruels, qui ont depuis longtemps accompagné Van Gogh le Canard, contribuant inévitablement à faire de lui ce qu'il est aujourd'hui. Bien sûr, ces questions-là sont incontournables, elles sont le matériau même de la vie de Van Gogh, mais elles ne sont pas l'essentiel.
L'essentiel est ce que Van Gogh en fait, la musique qui s'en dégage, la saveur unique et délicate de sa cuisine intérieure, cette cuisine de l'être qui n'appartient qu'à lui et qu'on reconnaît entre mille, et tout le reste. Tout le matériau biographique est second. Ce ne sont que des anecdotes qui risqueraient d'ensevelir et de brouiller, de rendre imperceptible ce point central, ce feu qui est la dimension poétique de Van Gogh, le canard, et sa profondeur véritable. Vous l'avez compris, Van Gogh, le canard, cumule donc un certain nombre de handicaps, dont chacun suffirait à lui seul à briser toute velléité d'une carrière artistique aujourd'hui, et Van Gogh les réunit tous. Difficulté d'être à la fois un canard, un artiste contemporain et affligé du patronyme calamiteux de Van Gogh, patronyme sur lequel je ne veux pas m'étendre longuement, qu'il suffit seulement de dire que Van Gogh, avec ses corbeaux, ses champs de blé, son oreille coupée, c'est l'antithèse absolue de l'artiste contemporain. C'est un élan de fragilité brute, doublé d'un savoir-faire artisanal, d'une maîtrise parvenue au sommet, sans aucune stratégie de visibilité publique, incapable d'élaborer la moindre distance entre son cœur, son geste, son pinceau, son public. Bref, que dire de plus? Un artiste qui s'appelle Van Gogh aujourd'hui est un artiste mort, nécessairement trop exalté et trop naïf pour avoir une seule chance d'être remarqué. C'est un nom impossible en art contemporain. Et puis, ne l'oublions pas, mais peut-on l'oublier, Van Gogh est un canard. Une particularité très rare dans l'art contemporain, et très étonnante quand on y réfléchit de près, bien entendu. Toute sa vie en est irrémédiablement impactée aussi, même en faisant abstraction des colibés et des remarques indigentes. Et son travail en porte une cicatrice évidente, si ce n'est pour tous du moins, pour ceux qui sont avertis. La difficulté d'être un canard, lorsqu'on est artiste, n'échappera à personne, par quelque bout qu'on s'en approche. Il suffit d'imaginer la scène. Vous vous promenez, par exemple, dans un musée ou dans un centre d'art et vous voilà nez à nez avec un canard. Surprise, premier réflexe, un canard n'a rien à faire ici, on va plutôt prévenir le gardien, demander qu'on le chasse, on y met bon ordre, et là, nouvelle surprise, le canard dit qu'il est un artiste, qu'il est ici pour la même raison que vous, et qu'il a comme vous droit de circulation libre dans les espaces culturels et dans l'espace public en général, et pas seulement dans les zoos et les fermes. Vous êtes stupéfait, pantois, vous vous frottez les yeux, vous allez y regarder à deux fois, mais vérification faite, c'est bien un canard qui parle et qui se présente comme artiste contemporain. Une fois la chose acceptée, votre intérêt restera fixé là où la stupeur l'a saisi. C'est un canard qui parle. Le soir, en rentrant chez vous, vous allez faire à vos enfants le récit suivant. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu ce matin au musée. Bien sûr qu'ils ne devineront pas, puis vous leur annoncerez légèrement, fièrement, j'ai vu un canard qui parle. Vous ne direz pas, j'ai vu un artiste contemporain. Vous ne l'avez pas une seule fois regardé comme artiste. Et si vous aviez eu à le faire, vous l'auriez regardé avec condescendance ou pire, avec une certaine tendresse, comme on regarde une toute petite fille qui vous dirait qu'elle est sirène, ou qu'elle est le pape, ou Napoléon, et dont l'imagination peut tout au plus vous être sympathique. On ne prête rien au canard. Ni intention, ni qualité, ni compétence particulière, au-delà de ses compétences de canard, bien entendu, communes à toute l'espèce. A fortiori, qui créditerait un canard d'une compétence artistique, et d'une compétence artistique sérieuse? On a fait peindre des ânes, des chats, des dindons et des poulets morts, alors un canard ne saurait être qu'un outil dérisoire de plus, un autre accessoire surréaliste ou conceptuel, ou une autre provocation vaine, éphémère et potache, dont l'actualité culturelle nous abreuve quasi quotidiennement, mais un artiste crédible, sûrement pas, quant à le créditer de profondeur, n'en parlons pas. Enfin, si nous prenons la rencontre par l'autre bout, en commençant non par le canard mais par l'œuvre, ça n'est pas mieux. Vous regardez une œuvre, elle vous touche, vous vous questionnez sur l'artiste, on se renseigne, on revient lentement vers vous, à pas lent, à pas plus lent, on vous dit d'un air gêné que c'est un canard et qu'il s'appelle Van Gogh. Personne ne donne suite. C'est la première grande déchirure de Van Gogh, déchirure tragique, être triple, être non pas tiraillé, mais écartelé littéralement entre ces trois pôles incompatibles et inconciliables, jamais pour personne, et dont il est, lui, le croisement, le foyer, le point de rupture et d'incandescence à la fois. Déchirure qui le traverse et le partage en trois morceaux que rien ne saurait articuler entre eux, sauf lui-même.
canard, Van Gogh et artistes contemporains, le tout contenu dans un seul être invraisemblable et impossible. Mais il y a plus. Une deuxième déchirure se situe plus profond encore. Elle est celle d'être à la fois un auteur, en même temps qu'il est une installation, donc une œuvre. Il est une création contemporaine d'un artiste contemporain, il a donc à la fois le statut d'œuvre d'art en tant que création contemporaine et celui d'artiste contemporain. Il est la création d'un artiste en train de se faire, en train de se bricoler, en travail d'atelier. C'est un laboratoire de l'artiste en train de se secréter comme artiste. Mais tout en étant totalement artiste, il n'en est pas moins totalement aussi une installation verbale, c'est-à-dire que nous le créons par notre présence éphémère, par notre langage et notre écoute provisoire. Il se fabrique dans cette rencontre-là et d'autres. C'est une œuvre jouable, audible, lisible. En ce sens, il est une œuvre, et une œuvre particulièrement fragile, aussi fragile que les arts vivants, dont la seule existence physique, plastique, au-delà de son actualisation verbale éphémère, n'est plus qu'un amas dérisoire de mots, de lignes et de papiers. À elle seule, la première déchirure suffisait, celle-là est d'autant plus tragique qu'elle se surajoute à l'autre de façon bien inutile. On n'en avait pas besoin, c'est trop de déchirures, on n'en peut plus. Et pourtant c'est ainsi, et c'est lui, Van Gogh, le canard, handicap culturel vivant, déchirure instable en équilibre toujours provisoire, installation précaire et disparaissante, et néanmoins inoubliable. Van Gogh, à la fois œuvre d'art et artiste contemporain, est donc hybride dans sa substance même. Il est une chose par son statut d'œuvre d'art, il est un être par celui d'artiste vivant, œuvrant, exerçant et créant. Être chose n'est rien de douloureux, aucune chose ne souffre d'être une chose. On ne se sait pas chose quand on l'est totalement, quand on est uniquement chose. On souffre d'être considéré comme chose quand on est un être vivant. Et Van Gogh a horreur d'être pris pour une chose. On en souffre peut-être particulièrement quand on est un artiste. Van Gogh est une plaie vivante. Il a la sensibilité d'une limace écrasée. Être regardé comme une chose lui est insupportable. Je vous propose donc ce soir d'entrer plus avant dans l'exploration de ces diverses contradictions, de vous présenter certains aspects, anecdotes et fragments concernant la vie et l'œuvre de Van Gogh, et de temps en temps de l'écouter lui-même parler de sa création. Nous prendrons la parole alternativement. Je parlerai de lui comme s'il n'était pas là, et il parlera comme s'il n'entendait pas ce que je dis de lui, bien qu'il entende. Il donnera sa version des choses, il vous dira du mieux qu'il peut ce qui lui semble être sa création, son travail poétique, son rôle d'artiste dans la société, dans le monde, dans l'univers, voire dans l'absolu, auquel il s'intéresse particulièrement, comme nous le verrons. Bonjour, je m'appelle Van Gogh le Canal et je suis un artiste contemporain. Je tiens tout d'abord à remercier Arnaud Lefebvre et Ivana Gavardi qui ont accepté de m'accueillir ce soir comme artiste. Et je salue leur courage rare dans une époque qui n'a pas toujours une vision très éclairée du rôle de l'art et de l'absolu et qui n'a pas toujours non plus un sens très aiguisé du courage. Je ne remercie pas vraiment Christophe de Vareille qui me présente comme une installation verbale, vocable que je ne partage pas, je vous le dis franchement, et qui me semble significatif d'un regard assez réducteur et un peu orienté. Ou si je suis une installation verbale, comme il le dit, c'est peut-être que c'est inévitable, c'est peut-être que beaucoup d'entre nous sont aussi concernés, et je défie quiconque ici qui m'écoute de prouver qu'il n'est pas d'abord, socialement et culturellement, une installation verbale lui-même. Je ne cite pas de nom qui se sent m'envoyer ce mot. Je profite d'avoir la parole pour dire dès à présent que je ne puis comprendre que les artistes jouissent aujourd'hui d'une telle aura et d'un tel prestige dans notre société. Je dois dire qu'aux Beaux-Arts, en galerie comme en institution, la violence et la grossièreté des artistes m'a toujours beaucoup laissé effrayé et que j'ai trouvé alarmer davantage de gens ouverts, à l'écoute et respectueux de l'autre que dans le monde de l'art et que la violence du monde de l'art est terrifiante. Cependant, cette violence n'est pas sans cause et j'en profite pour préciser que la culture n'est en général qu'un outil intégré de l'axiomatique dominante d'une société,
Et que la grande arme de l'axiomatique dominante, c'est l'oubli qu'elle secrète, l'oubli institutionnalisé, systématisé, mécanisé, industrialisé. C'est la culture jetable, le principe de rentrée littéraire, de nouveauté de centre d'art, de foire et de biennale, de revue mensuelle et d'exposition temporaire, que la culture ambiante crève du journalisme et de la pensée, qu'elle est rongée par le principe d'actualité, et que moi, Van Gogh, les artistes émergents, les courants émergents, les tendances émergentes, je les ignore absolument, et qu'ils n'existent pas, qu'ils ne sont ni réels, ni même pensables, et qu'ils n'ont rien à voir avec l'absolu, et c'est tout. Ceci étant dit, qu'on entende bien toutefois, je ne vise en aucune manière les artistes eux-mêmes, mais l'axiomatique dominante qui les dévore, les mâche gloutonnement et les avale avec l'indifférence niaise du cyclope dévorant les marins d'Ulysse par poignées, c'est une guerre. Nous nous sommes embarqués malgré nous, du dedans, notre guerre contre la pensée morte, où il ne s'agit pour nous ni de tuer, ni de vaincre, mais de survivre. Une guerre à la culture dominante dans laquelle le meilleur est tu, culture servile d'une non-pensée flasque, incapable de la moindre écoute de ce qui ne peut pas être dit et qui ne saurait être dit dans ces conditions-là. Et ce qui ne saurait être dit, c'est la grande singularité, et la grande singularité est la grande différence personnelle absolue, insupportable et invendable. Autrement dit, il n'y aura pas de grand soir, il y aura peut-être une fragile animalité bizarre et vivante enfin, sous une carapace fracassée, morcelée et éparpillée en tous sens. Je voudrais encore préciser ceci tant que j'ai la parole, que la grande singularité ou grande différence personnelle absolue est la véritable bête noire de l'axiomatique dominante dont toutes les corridas ne visent qu'elle, que la grande différence culturelle est toujours considérée comme laide et malodorante et repoussante et idiote et lourdaude et embarrassante parce qu'elle est en réalité fondamentalement inquiétante et terrifiante et menaçante, qu'elle n'est pas faire peur à tout le monde, commencer par les artistes eux-mêmes qui la vivent et qui n'osent la vivre, qu'il est absolument de créer là, maintenant, des ermitages culturels de non-événement où la non-communication puisse enfin accéder au statut d'œuvre d'art, qu'il y a une lutte sans merci et sans trêve entre cette grande différence insupportable et la nécessaire appartenance sociale minimale et vitale, appartenance qui, cependant, n'inclut en aucune façon des pressions culturelles permanentes et les pitoyables injonctions de visibilité, de public, de chiffres et de réussite, et que la grande singularité est un service, qu'elle est un service national et un sacerdoce invendable dans un monde où la médiatisation est la seule transcendance et où l'artiste n'a d'autre terre promise que d'être célèbre et vu en masse et d'entrer dans le grand cercueil de verre que sont la multitude indénombrable et proliférante des écrans, derrière lesquels nous ne serons jamais, ni personne d'autre, rien de plus que des pixels. En conséquence, et je conclurai là, ce qui importe aujourd'hui est avant tout de sortir du paysage pour voir le paysage, ou encore de quitter le dedans du paysage pour créer le point de vue qui le perçoit, ou mieux encore, de quitter le point de vue lui-même pour cesser d'être perçu par lui. Et c'est cela que moi, Van Gogh, artiste contemporain et canard, malgré moi et contre mon gré, je nomme un ermitage culturel. Élément d'une histoire de Van Gogh le canard, le 8 septembre 2011 à 23h17, Christophe de Vareille@yahoo.fr a écrit « Monsieur, si je vois une proposition de chronique possible pour votre émission Les Rendez-vous de la création contemporaine, il s'agit de la création progressive d'un artiste contemporain nommé Van Gogh le canard. L'enregistrement joint n'est pas de bonne qualité, mais il précise quelque chose du ton, de la diction et de la voix. En vous souhaitant bonne réception, cordialement, Christophe de Vareille. » En pièce jointe, l'intention du projet radiophonique était ainsi décrite. Le projet d'une création plastique d'un personnage radiophonique est un défi assez paradoxal pour l'enchanter. Ce que je vous propose est donc la création et l'apparition graduelle à travers une courte chronique de Van Gogh le canard, personnage radiophonique donc, fictif et artiste contemporain. Ce serait donc la création d'un auteur en train de s'élaborer verbalement lui-même, hésitant et cherchant, à la fois indécis et déterminé. Humeurs et méditations sérieuses, parfois sentencieuses, prononcées par un canard sur son état d'artiste et son état de canard sur les difficultés et débats antérieurs à la création, ses visions de l'art, du monde et du rôle de la culture, sorte de portrait progressif et installation verbale d'une intériorité inquiète, poétique et bavarde en attente d'extériorité. La chronique serait nommée Avis et opinions de Van Gogh le canard, chronique de l'art absolu. Elle est présentée par Van Gogh le canard lui-même en tant qu'artiste qui s'avoue fictif sans vergogne,
Je lui prête ma voix, mais mon nom n'apparaît nulle part. C'est lui l'auteur. Le ton est assez grave, le canard n'est pas conscient d'être ridicule s'il se prend au sérieux, mais il n'est pas non plus toujours ridicule. Son monologue serait annoncé et clos par quelques mesures du quatuor à cordes numéro 14 de Beethoven, le début du presto, quelque chose d'un peu stravinskien. À ce courrier, je joignais un pilote d'enregistrement. C'était une proposition de première chronique importante puisqu'elle était l'introduction, l'archétype, l'ouverture du projet tout entier. La première minute d'une rencontre est déterminante. C'était une première rencontre de Van Gogh avec un éventuel public. Voici ce que disait Van Gogh pour ce premier rendez-vous. Première chronique. Avis et opinions de Van Gogh le Canard, chronique de l'art absolu. Amis artistes, bonjour, je suis Van Gogh le Canard et comme vous, je suis artiste contemporain. Voilà, vous savez sans doute aussi bien que moi combien il est difficile de dire « je » quand on est artiste contemporain et artiste en général d'ailleurs. Évidemment, je ne parle pas du « je » grammatical et fonctionnel que nous utilisons tous par habitude de langage ou par inertie. Je parle de ce qui est dedans, de celui ou celle que nous sommes quand nous disons « je ». Ce qui est difficile, c'est de dire un je qui soit suffisamment nous, qui soit habité par un quelqu'un qui a une densité, une présence, une couleur, une réalité suffisamment lourde d'informations et d'informations stables et cohérentes. C'est un je qui peut être dit avec les mots, le mot je en particulier, mais qui peut aussi avoir lieu sans mots précis, voire sans mots du tout, qui peut advenir dans ce que nous faisons, dans ce que nous donnons à voir, ou simplement dans ce que nous sommes, et qui est un enjeu capital dans le travail de création en tant qu'artiste, parvenir à poser un acte qui soit profondément mien, lumineusement mien, simplement mien, et pas seulement la répétition involontaire de gestes reçus, admirés ou appris, par exemple répétition de gestes artistiques qui m'ont touché, ou des gestes de ceux qui m'ont formé, qui m'ont donné le goût de créer, et qui parfois m'ont même aidé à vivre, et auxquels on peut rester trop attaché, trop longtemps, sans parvenir à s'en défaire vraiment, ni à vraiment les intégrer. Cette espèce d'impression usante qui nous hante certains soirs d'atelier, de non seulement dire toujours la même chose, mais aussi que cette chose-là soit déjà dite, mieux dite, d'une telle façon qu'elle rend dérisoire nos pauvres tentatives de dire « je ». Difficile en effet de dire « je » quand à chaque fois que j'ouvre la bouche, c'est la parole d'un autre qui se sert de ma voix. Ou bien encore répétition de gestes et attitudes dont je suis imprégné malgré moi, et dont je me retrouve entièrement recouvert sans le savoir, comme un porte-manteau d'identité autre qu'on a déposé sur moi en mon absence de jeu. Difficile donc de dire jeu dans nos pratiques de création, traversées de 1000 points de vue qui ne sont pas les nôtres, et au travers desquels il nous arrive de penser que le jeu n'est pas loin, qu'il transparaît, ou au contraire qu'il nous échappe encore et encore dans un bric-à-brac hétérogène et toujours disjoint. Plus difficile encore de dire « je » quand on est un canard, et de surcroît un canard à moitié virtuel et à moitié fictif, à la fois radiophonique, conceptuel et poétique, mental, vocal et aussi bancal, parce que quand on est un canard, on est toujours un peu bancal au contact du sol, ce sol tellement réel et tellement concret, plancher des vaches, mais aussi des lapins, des renards et des poules, du marché de la culture et des marchandises. Et être un canard sur ce plancher-là n'est guère plus confortable qu'être albatros sur un bateau de Baudelaire. Albatros, grotesque, bancal aussi, comme moi, Van Gogh, canard et artiste contemporain, et sans doute comme beaucoup d'entre nous, comme toi, cher artiste hypocrite, mon canard, mon frère. La réponse fut la suivante, de gd, rdvcreation@gmail.com à Christophe Devarey, christophedevarey@yahoo.fr, envoyé le jeudi 29 septembre 2011 à 13h17, objet appel à projet chronique, monsieur. Merci de votre intérêt pour les RDVCC. Votre proposition a été étudiée avec attention, mais nous pensons qu'elle ne pourra pas rentrer dans notre émission cette année. Il s'agit d'un projet original, très bien écrit et avec une diction et un ton particulièrement intéressant. Toutefois, nous pensons que notre émission n'est pas la bonne plateforme pour ce travail, faute d'éléments plus précis sur vos ambitions. Et puis parce que cette idée de canard nous semble une mauvaise idée,
J'espère toutefois que vous continuerez vos recherches avec la même énergie. Merci encore pour votre candidature. Cordialement, GB. À quoi Christophe de Varey répondit ce qui suit, le 2011-09-30. Monsieur, je vous remercie de votre réponse, elle ne m'étonne guère. Et je pense qu'au fond, vous avez raison, Van Gogh le canard est certainement une mauvaise idée. Le problème est bien là. Que peut-on faire quand on est une mauvaise idée? Van Gogh n'a guère le choix, c'est un canard, on ne lui donne pas ce qu'il veut être, c'est tombé comme ça, et c'est irrémédiable. Et de même, être une mauvaise idée n'est pas un choix, c'est un donné. Et ce qu'on n'a pas la liberté de choisir ou de modifier, il ne nous reste qu'à faire avec. Votre émission de radio est peut-être une mauvaise idée aussi, mais qu'importe, il faut la suivre, aller au bout, la porter jusqu'à son accomplissement. Être une mauvaise idée n'exclut personne du droit d'exister. C'est peut-être la part la plus douloureuse du destin de Van Gogh, ce devoir d'exister tel qu'il est, en tant que lui-même, tout à la fois canard, artiste contemporain et mauvaise idée. Comme la Brautigan Library, dans le Vermont, accueille les manuscrits qui n'ont pas été publiés, l'art contemporain est un espace qui peut accueillir certaines situations ailleurs intolérables, et nous espérions, avec Van Gogh, trouver asile artistique et existentiel sur votre antenne si bien nommée Rendez-vous de la création contemporaine. Puissiez-vous comprendre que ce risque vital soit pour Van Gogh un enjeu d'existence, une sorte d'urgence absolue et désespérée. C'est une situation que beaucoup d'artistes contemporains connaissent intimement. Il faut s'y rendre. On n'est pas attendu, pas invité, pas accueilli, mais il faut pourtant y aller, simplement parce qu'il le faut. C'est une nécessité dont nous ne devons qu'être les serviteurs dévoués et les guerriers dociles. C'est vrai, on est souvent déçus, habitué d'être déçus et familier de l'échec répété. D'ailleurs, Van Gogh n'a pas été étonné par votre refus. C'est son lot, certes, c'est la première fois qu'on le rejette au prétexte qu'il est une mauvaise idée. Généralement, c'est parce qu'il est un canard ou parce qu'il est un artiste. Cependant, la raison qu'on invoque est toujours secondaire. Le chien qu'on veut tuer aura toujours la rage, on le sait. Le motif qu'on avoue importe peu. Van Gogh n'est pas soluble dans l'art contemporain, sans doute. Il est trop absolu, trop singulier. Sans doute sa grande différence culturelle, pour reprendre ses propres outils conceptuels, est irréductible à toute appellation générique recouvrant d'autres réalités, d'autres artistes. C'est une très grande question d'artiste aujourd'hui, une question lourde, portée différemment, il est vrai, par chacun. Van Gogh soulève ainsi mieux. Il incarne une immense question de l'art contemporain, celle de ses frontières et de sa définition. Comment définir un inventaire? Van Gogh est une mauvaise idée, c'est sûrement vrai, mais j'ai pour lui une très grande tendresse, comme George pour Lenny des Souris et des Hommes. George et Lenny qui marchent et traversent l'Amérique de la dépression à la recherche d'un qui voudra leur donner un rôle. Van Gogh est un canard errant, lui aussi on le jette parce qu'il est une mauvaise idée. Je regrette seulement que vous n'ayez pas même demandé qu'il vous parle de son travail. Je sais, puisqu'il n'existe pas, c'est normal qu'on ne lui demande pas, me direz-vous? C'est le contraire. Van Gogh n'existe pas parce qu'on ne lui demande pas de montrer son travail. Il suffirait qu'on lui demande et il commencerait d'exister. D'ailleurs, il existe, mais c'est une nouvelle question qui commence. Ce serait l'objet d'une troisième chronique. Christophe de Varey. Parlons, si vous le voulez bien, du difficile travail de naître encore, du travail quotidien de parvenir à l'existence, et cela sans pour autant perdre des yeux l'absolu. Sortir de l'absolu fait mal à tout, aux pieds, au visage, aux épaules, aux mains et au cœur. On est cinglé de ronces, mouillé dans les chaussures abîmées, fatigué de doute et d'incertitude, de ne pas savoir et de craindre. Sortir de l'absolu est une douleur longue et fastidieuse mais utile. On devient. L'expression courante « devenir soi » n'est pas fausse, mais elle est trompeuse, elle suppose de l'existence. Que signifie donc être soi? Je l'ignore, je ne l'ai jamais su. 1000 fois j'ai entrevu, j'ai cru savoir, ou j'ai pensé mettre la main dessus, et 1000 fois je me suis rencontré comme étranger, incapable d'entendre ma propre langue lorsque je me parlais à moi-même. Cette flagrante hétérogénéité de soi-même n'est pas une rencontre, c'est une pluie d'expériences éparses dont nous finissons par être le réceptacle parfois. Devenir soi ne m'arrive pas, mais devenir est incessant. Le réel nous éprouve, il nous cogne, il nous bat, il nous forge. On est sculpté par le plus douloureux, tout cabossé, tapé, battu, on prend forme. Celle que le réel nous laisse, voilà l'identité, une contreforme de l'infini.
Eh bien oui, on peut avoir une envie d'exister mitigée, incertaine. Montrez-moi un réel qui soit digne que j'y existe et j'accepterai d'exister, mais ce réel-là qu'on me tend ne m'attire pas, il m'en faudrait un autre pour accepter. L'art, l'absolu, j'y suis enseveli depuis très jeune, je ne m'occupais pas de quotidien et j'ai toujours eu peur d'aller dehors, de sortir, d'être vu. Comment sortir de l'absolu? 1000 fois j'ai cru y parvenir et j'ai failli mourir. Et j'ai pris les directions que j'ai pu, il faut commencer par entrer dans l'actualité, et c'est terriblement décourageant. Ça commence par dire bonjour aux gens, et le reste est une suite de choses aussi profondément ennuyeuses. La vaisselle, la toilette, le travail, les voisins, une épreuve après l'autre, épreuve ennuyeuse et cruelle et banale. Sortir de l'absolu est un combat terrible, quotidien. Plus j'étais incertain, plus je prenais l'air convaincu. Artiste, c'est un pied qu'on garde dans l'absolu, en dehors du réel. Aussi loin de lui que possible, c'est mon souffle. Tout ne peut pas être seulement réel. Ce serait trop de n'être jamais qu'un canard. Nous choisirons la déchirure et nous habiterons un peu l'absolu. Être à la fois pleinement canard, pleinement artiste et pleinement les deux, et non alternativement ou successivement, est une source de grande angoisse. Van Gogh le vit tantôt comme la greffe d'une intériorité dans une extériorité, tantôt comme la greffe d'une extériorité sur une intériorité. Les doubles identités ne sont pas si rares, elles se vivent selon différents modes. Il y a les hybridations, les métamorphoses et les greffes. L'hybridation est une double nature reçue dès l'origine. Le minotaure ou le centaure sont des hybrides. Ils sont pour partie animaux et pour partie humains. Leur espèce est une double trahison, et c'est une trahison d'espèce qui les définit comme espèce. Leur différence est constitutive de leur identité. Nous pouvons donc considérer Van Gogh comme hybride d'œuvres d'art et de créateur, en partie chose et en partie vivant. On ne peut toutefois dire qu'il le soit dans sa double identité de canard et d'artiste. Quant à la métamorphose, elle est faite de deux états disjoints et dissociés. Elle est une différence qui s'appuie sur du temps. Par exemple, le lycanthrope est un homme loup, mais il est homme le jour et loup la nuit. Certaines métamorphoses sont réversibles, d'autres non. Certaines sont tragiques. Ce n'est pas non plus le cas de Van Gogh. Van Gogh est un canard sans mélange. Il est une intériorité d'artiste, greffée sur une apparence, un corps et une nature de canard, ou l'inverse. Et cette greffe est une violence en même temps qu'elle est un prodige. Mais le prodige et l'étrangeté rendent aveugle à l'univers poétique de Van Gogh parce que le regard reste rivé au paradoxe. Chacun s'ébahit et s'appesantit et s'émerveille sur les poncifs génériques concernant les artistes et les canards, sans jamais ouvrir la porte sur la singularité poétique de l'univers artistique de Van Gogh. On s'arrête sur le seuil, on dit un canard artiste, comme on dirait un chien savant, une femme à barbe ou un homme éléphant. On le montre comme un phénomène de foire, fermant ainsi tout accès à cette sensibilité vibrante et merveilleuse, ô combien plus singulière que la greffe en elle-même, qui n'est au fond qu'une prouesse technique, ne montrant en définitive que l'habileté du chirurgien. Quand on admire que la greffe, on salue l'œuvre du chirurgien. Van Gogh ne veut pas être regardé comme une œuvre, il veut être regardé comme un auteur. Toute ma poésie est là, par terre. Il suffit de la ramasser. Poète, je ne le suis pas plus que ce qu'on trouve dans la rue quand on ne cherche rien. Je ne le suis pas plus que le réel qui fournit tout le matériau poétique de l'existence. Le réel est réel malgré lui et malgré moi. Il est poétique sans le savoir et sans le chercher non plus. Et ma poésie n'est jamais autre que du réel ramassé dans la rue, par terre, malgré moi. Poète, je le suis sans m'en soucier, sans savoir ce que c'est, ni ici je le suis, sans effort et sans intention. Sans question non plus. Ma poésie n'est que celle de tout le monde, celle que j'ai trouvée, ce que j'ai pu en prendre à la seule mesure de mes mains portées à ma bouche. Je l'ai bu et je l'ai mangé juste assez, et j'ai laissé par terre le reste de la poésie pour demain, pour le monde, pour que la poésie s'écrive encore d'elle-même, sans autre main que celle qui la glane. Ma poésie est tombée là où je la ramasse, avec sa boue et son odeur de poésie trouvée, poésie dont il reste encore à faire l'interface. On en trouve, on en ramasse un peu, on y goûte les yeux fermés. Tant qu'elle est au-dedans, ça va. Elle est toute poétique, tiède, un murmure, on a les yeux fermés dessus, on la sent battre sa mesure propre, qui est celle du monde, la poésie est un dedans.
Il était là au dehors et ce n'est plus qu'un livre, avec des pages de mots et des blancs, avec ses numéros de pages de bout en bout d'une couverture à l'autre. Pourquoi j'ajouterai au monde encore un autre livre, aux autres milliers de milliards de livres qui s'entassent et qui s'amoncellent dans les bibliothèques de mots rangés dans les révélages de pages? Que peut-on donner de la poésie? Le poème et le livre ne sont pas la poésie, ils sont la queue du lézard qui nous reste entre les mains et se tortille encore quand le lézard est déjà loin, loin de sa queue de mots, de papier qu'il nous laisse de son passage disparaissant. La poésie s'échappe toute vive, nous croyons justifier nos existences et nous les vendons. Nous nous croyons de la valeur lorsque nous n'avons que de l'appropriation de réel et du chiffre de précontation. La notoriété, c'est le vol, et pourquoi faudrait-il justifier nos existences par des œuvres et des créations volées à la terre qui les fait? Aussitôt que l'idée d'espace culturel apparaît, je m'arrête. Un silence. Le rideau se lève et je me tais. Il y a seulement le public avec ses yeux de soif. Il attend quelque chose. Une lutte commence. C'est leurs propres gestes qu'ils veulent que je produise, leurs mots que je dois trouver, les mots qu'ils ont payés, dont ils ne savent rien, pas la moindre saveur, pas même le premier son. C'est ce qu'ils attendent, que je sois l'artiste qu'ils veulent. Je résiste, je reste en silence. La poésie commence, on insulte au public et l'épuisement réciproque de toute attente. Et pourquoi je serai l'acteur dont ils ont soif? Je résiste, je m'immobilise. Ils sifflent de mécontentement et leur chuchotement me contente faiblement. Ils disent qu'il n'y a rien, que je me tais, que la création est ratée, que le spectacle est mal commencé. Et je les chasse sans faire un geste, sans dire le moindre mot. Le public déserte sa propre attente de quoi que ce soit de moi. J'épuise tout le public, de toutes ces commandes involontaires qui collent à la poésie et qui la clouent sur les cloisons de bois de la culture. La lutte est rude, elle est impitoyable. Je chasse tout le public de tous ces sièges. Sans rien faire, je nettoie le public avec de l'absolument rien. Je nettoie le spectacle, la salle. Je brûle soigneusement tout ce qui est attendu de moi et de l'art. J'écrase tout, sans bouger même un cil. J'ai fermé l'œil dès le début du combat. J'ignore le public, je le détruis intérieurement. Et je gagne quand il n'y a plus personne. Plus personne qui attende quoi que ce soit, qui sache d'avance ce qu'il aurait fallu que l'art fût et à quoi l'artiste dut œuvrer. Poétiser, c'est le travail de l'araignée qui fait un fil depuis la toile où la réalité s'attrape. C'est le travail de l'araignée qui se retire en attendant que la réalité se promène avec son insouciance innocente et légère. C'est le travail de l'araignée qui se retire le long du fil qu'elle tisse en s'éloignant. Et tandis que l'araignée se suspend au milieu du chemin dans la lumière féerique du matin, le promeneur se prend dans la figure la toile, l'araignée, le fil, partout collant ses cheveux, le nez, les yeux, les oreilles et la bouche au milieu du chemin. Je marche dans la lumière féerique du matin et je me prends l'araignée en pleine figure et la toile et le frisson de la réalité qui s'y est prise. Et debout, au milieu du chemin, dans la lumière féerique, je me dépêtre du matin, de la toile et de l'araignée de réel et de poésie qui m'est tombée sur le visage. Il n'y a pas d'araignée dans les musées. Maintenant, il faut la sculpter, cette identité de Van Gogh, la taper, la ramollir, la couper, la mouiller, l'ériger, la cuire, la râper. Elle n'est pas docile, cette identité qui n'obéit pas, elle est trop artiste, déjà, pour que j'en fasse à ma guise. L'identité de Van Gogh est un matériau difficile à travailler. Il s'oppose, il rétorque, il ergote, il se rebelle, il fait le raisonneur. L'identité de Van Gogh est bavarde, terriblement bavarde. Il ment lorsqu'il dit qu'il se fait. Je n'ai jamais réussi à l'obtenir silencieux. Il cause, il parle, il discourt, il fait étalage de tous les mots qu'il sait. Il les arrange pour faire le philosophe et le poète. Il les reprend dans un autre ordre. Il fait des dentelles de mots et il s'écoute beaucoup de refaire et de refaire encore. La seule chose où il dit vrai, c'est encore l'absence de livre, cette incapacité à faire un livre, à finir quelque chose qu'il a commencé d'entreprendre et qu'il voudrait mettre dans un musée. Il garde tout. Chaque texte existe en 263 versions différentes, avec celle avec la virgule en page 3 et celle avec un adjectif supprimé à la ligne 5. Il garde tout. Il ne veut rien détruire. Il ferait un musée pour y exposer le moindre de ses brouillons, la moindre trace d'un pinceau qu'il essuie sur un mouchoir. Van Gogh est un canard qui se regarde penser, qui se regarde créer et qui s'en trouve contemporain à bon compte en justifiant de cette attitude poétique pour ne jamais rien achever ni produire. De même qu'il dit, ce qu'il dit du public est faux. Le public, Van Gogh le cherche, il le courtise, il le flatte, et lorsqu'il prétend qu'il le persécute, c'est à lui-même qu'il s'inflige les plus grandes souffrances. On ne vient pas voir ce qu'il fait, voilà la vérité. Il ne fait rien, il n'expose pas,
On le questionne à ce sujet, il ne répond pas, c'est la vérité, parce qu'il fait la sieste, il a fermé les yeux parce qu'il dort, et le public en a assez d'attendre, et il s'imagine qu'un canard qui dort c'est l'absolu, et que son exigence esthétique est extrême. Van Gogh est douloureux parce qu'il est bouffi d'orgueil et de suffisance, et il est bouffi d'orgueil parce qu'il se croit meilleur que les autres artistes, émergents ou plus émergents du tout. Il se croit supérieur au public, au-dessus du monde, absolu, comme l'œuvre qu'il croit œuvrer sans rien faire. Même ce qu'il dit du réel est faux. Van Gogh est un canard que le réel embarrasse. Un jour, Van Gogh entre dans son atelier, quelqu'un a déposé du réel sur sa table de travail. Van Gogh s'en aperçoit immédiatement, il en est vivement contrarié, il s'écrie « Pas de réel !» Et il reste figé près de la porte. On arrive, on s'excuse, on essaye de retirer le réel. Pendant qu'on s'affaire, Van Gogh reste sur le seuil, il regarde les gens s'échiner à le satisfaire, il les sermonne à la cantonade, sans s'adresser à personne en particulier. Du réel partout sur mes affaires, c'est vraiment dégoûtant, comme si le réel permettait de créer quoi que ce soit. Le réel vous enfonce, vous cloue au sol comme une marée noire. Personne n'est jamais parvenu à s'envoler avec du réel. C'est trop lourd, c'est poisseux. C'est le contraire des mots, le réel. Le contraire de la création, le réel. C'est tout ce qui existe déjà. Il n'y a rien d'autre à en faire. On en a déjà plein les frigidaires, les tiroirs, les boutiques, la rue, le métro. L'art n'est pas du réel, c'est un ajout qu'on fait au réel. Ce n'est pas un autre réel, c'est un tout autre que réel. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Il maugrait. On lui suggère. On ne peut quand même rien transformer qui ne soit réel tout de même. Il n'y a pas de création sans matériau réel, puis c'est aussi une source de la création, sans être la création elle-même. Rien à faire, il est tout fâché, il s'en va, il n'a touché à rien, il n'est pas entré dans son atelier, il a commandé à tout le monde et donné ses ordres sans se donner le moindre effort. On n'a pas réussi à ôter tout le réel en trop, il y a toujours une tâche sur sa table, il essaie de poser ses papiers dessus, mais ça le gêne. Il dit que le réel l'empêche de travailler, il ne s'aperçoit pas que ce qu'il dit est idiot, il est complètement inadapté, car la vie de Van Gogh est truffée de réel, complètement saturée de réel. C'est un terrible poids, son existence et lardé de ces choses pitoyables qui le défigurent comme un canard, qui le défigurent comme canard, l'éloigne de ses frères sauvages qui traversent les immensités aériennes comme un souffle, et l'empêche tout autant de créer légèrement, simplement, librement, et d'apparaître dans la plénitude de son rôle d'artiste contemporain. Fin du premier chapitre. Nous vous remercions de votre attention. Voilà. Terminé.